Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce lundi matin sur Objectif Gare. Alors on va rappeler, vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Oui. Et vous êtes dans notre département, dans le Gard. Alors depuis vendredi soir à Alès, puisque vous avez participé à un meeting. Et ce matin, vous êtes avec nous, avec notre journaliste politique Coralie Mollary. Bonjour Coralie. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, on va vous interroger bien évidemment sur différents sujets et on va démarrer en particulier sur la réforme des retraites puisqu'elle s'ouvre dès ce début de semaine à l'Assemblée nationale. La première question qu'on veut vous poser, Mme Rousseau, pourquoi vous êtes contre les Français qui veulent travailler plus longtemps ? Je suis contre la réforme des retraites qui oblige. C'est-à-dire qu'en fait, là, la réforme des retraites, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle interdit purement et simplement de prendre sa retraite avant de 64 ans. Et s'il y en a qui veulent travailler jusqu'à 64 ans, très bien, grand bien leur face. Mais il y en a aussi qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. Et en fait, je ne vois pas, ce que je ne comprends pas dans ce projet depuis le début, c'est au nom de quoi on le fait. Au nom de quoi on pose cette interdiction à prendre sa retraite avant 64 ans? Est-ce que c'est pour des questions de finances? Non, il n'y a pas de problème de finances, il y a juste un petit ajustement à trouver et on a trouvé plein de solutions pour le faire. Est-ce que c'est au nom de l'égalité? Non, puisque ça va augmenter les inégalités. Est-ce que c'est au nom du fait qu'il faille produire? Sans doute. Créer de la croissance? Sans doute. Est-ce que ça doit être notre priorité en ce moment? Je ne pense pas. Je pense qu'on a un énorme problème qui arrive qui s'appelle le réchauffement climatique qui est un mur et que la priorité n'est pas de produire plus. Le souci, c'est que dans vos constats, ce ne sont pas du tout les mêmes que le gouvernement puisque lui dit au contraire, on a un système de santé qu'il faut sauver, il faut sauver le régime par répartition, il faut que les gens travaillent plus longtemps pour cotiser plus et pour avoir un système à l'équilibre. D'autant qu'en plus le gouvernement dit regardez ce qui se fait autour, tous les pays le font. Est-ce que ce n'est pas un peu le sens de l'histoire ? Alors, déjà, le gouvernement a changé plein de fois d'argumentaire. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en disant le système de retraite est menacé, puis en fait, non. Après, il est en déficit quand même. Mais un tout petit déficit, vraiment, par Tout de rapport suite. à la masse. Mais dans 20 ans, le déficit sera beaucoup plus important. Non, au contraire, on a un maximum du déficit à 12 milliards et dès 2030, voire 2050, au max 2050, ça se rééquilibre. Donc non, c'est juste une petite bosse à passer de 12 milliards. Pour vous donner quand même un ordre de comparaison, il suffirait d'augmenter de 1% les cotisations patronales pour que ça passe. Ça fait 14 €. 14 €, donc c'est rien en fait. Bon, donc déjà il y a eu ce truc, ça va s'effondrer. En fait, ça s'effondre pas. Le système est en danger, il est pas en danger. Après, on a eu c'est plus juste pour les femmes, et puis en fait, on s'aperçoit que c'est pire pour les femmes. Après, on a dit les dépenses s'envolent, et puis le corps qui est le conseil d'orientation des retraites, je le lis tous les jours. C'est pour ça dit ah ben non, il n'y a pas d'envol des dépenses. Donc en fait, on a l'impression qu'ils sont à court d'idées, à court d'arguments. Et en fait, la seule raison, c'est travailler pour produire, même pour si produire, on pour faire de la croissance. on n'est pas leur avocat. Ce matin, on peut quand même se poser la question sur un élément clé, c'est le papy boomer. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 1,2 d'actifs pour financer les retraites de demain. C'est largement insuffisant. Comment on fait pour rester dans un modèle de répartition, encore une fois, et pas tomber dans un modèle de capitalisation? Ça, c'est l'OFCE qui le dit. Donc l'OFCE, c'est pas un mouvement de gauchistes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une institution reconnue par tout le monde, etc. L'OFCE dit, en fait, le système de retraite est résilient au baby-boom. C'est-à-dire qu'en fait, il est conçu pour résister à ce baby-boom et il n'y a pas de difficulté avec ce baby-boom. Je rajoute que quand vous dites c'est dans le sens de l'histoire, en 1950, on travaillait 1900 heures par an. Aujourd'hui, 1400. Donc en fait, on a diminué de 500 heures par an notre temps de travail. Donc en fait, le sens de l'histoire, c'est de travailler moins. Et c'est normal puisqu'il y a plus de techniques, il y a plus de machines. Et que finalement, c'est tout ce que disaient les économistes du 19e siècle. Ouais. Les machines vont remplacer un peu les humains qui créent de la richesse. Enfin, les machines créent de la richesse, donc on peut diminuer le temps de travail. Et en fait, là, on a l'impression qu'on est dans une espèce de course folle à la productivité. À la création, à la production. Pourquoi c'est mal de vouloir justement faire plus de croissance? Parce que ça rapporte de l'argent dans les caisses de l'État, et puis après, on peut avoir des mesures plus sociales. Alors, on pourrait imaginer faire de la croissance qui soit complètement décarbonée. Ça, à la limite, ce ne serait pas très grave. Mais notre croissance n'est pas décarbonée. Et là, on a un mur qui arrive. Pas toutes. Il y a quand même aujourd'hui des entreprises qui se convertissent. Il y a quand même des filières écologiques qui sont en place. Globalement, nos émissions de carbone augmentent. Elles augmentent. Et là, on ne peut plus. Ce qu'on a à apprendre là dans le moment, et c'est fondamental, c'est que on doit respecter une limite. Cette limite, c'est la limite planétaire. La planète est en train de se perturber tellement que
vraiment nos conditions de vie sont oui. menacées. Mais ce que vous dites, Donc, ça rentre dans une idéologie qui est plus globale, l'idéologie écologiste, mais il faut aussi regarder ce que font les autres pays à côté. Et on est quand même en concurrence mondiale, malheureusement, avec d'autres pays. Oui, mais on peut tous courir vers notre fin et on peut tous courir vers le mur en accélérant tous. Il n'y a aucun problème. La France a été le premier pays au monde à faire la déclaration des droits de l'homme, que moi je préférerais appeler la déclaration des droits humains. Bon, ça a été le premier pays au monde à faire ça, d'accord ? Quand il l'a fait, on ne s'est pas dit « Ah non, mais l'Allemagne ne l'a pas fait, les États-Unis ne l'ont pas fait, etc. » On ne s'est pas posé ces questions-là. On a dit il y a une égalité, liberté, égalité, Où ça manque un peu de courage. Exactement, ça manque de courage, ça manque de créativité et surtout ça manque d'ambition. On rentre dans les rouages de l'Assemblée nationale. Oui. Donc demain, les députés commenceront donc à examiner la réforme des retraites. Plus de 20 000 amendements ont été déposés. La NUP en a déposé une bonne partie. À quoi ça sert, ces stratégies d'obstruction parlementaire ? En fait, là, la bataille va se mener sur le temps. Alors, c'est un peu technique, mais pour expliquer, globalement, il y a l'article 7. L'article 7, c'est le décalage de l'âge. Donc, la question, c'est à quel moment on arrive à cet article 7 ? Et c'est toute la stratégie politique que d'y arriver au bon moment pour gagner, nous, cet article 7, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne soit plus dans la loi et faire en sorte qu'il n'y ait pas de report d'âge. Nous, en fait, il faut qu'on arrive à faire battre cet article 7 dans l'hémicycle. Oui, mais comment vous allez le faire ? Là, ce que vous faites, c'est pas contre-productif parce que j'ai cru comprendre que si tous les amendements n'avaient pas été passés en revue à la fin de... Donc, c'est le 17 février où ça va se terminer. Du coup, la loi va être appliquée d'office avec l'article 7 ? L'article 47.1. Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on maîtrise le temps, en fait. Et le temps va être une arme dans cette bataille très importante. Et le 7, il va y avoir une très grande mobilisation. Le 7 février. Oui, on va en parler. Le 11, il va y en avoir une autre. Et donc, en fait, petit à petit, ce que nous espérons, c'est que des députés LREM, des députés LR, en arrivent à se dire que ça n'est pas possible de voter cet article 7. Donc, en fait, on a besoin de gagner du temps pour faire en sorte que plusieurs députés qui sont censés aujourd'hui voter ce projet de loi se disent non, finalement, je ne peux pas le faire. Pour vous, c'est une stratégie pertinente. C'est une stratégie, tout à fait. On dit un mot sur le Rassemblement national. On le verra, mais en tout cas, c'est une stratégie. Le Rassemblement national. Du coup, c'est pas ce que dit le Rassemblement national, puisque Sébastien Chenu s'est exprimé dans Objectif Guerre et qui dit qu'au contraire, ce sont des enfantillages. Mais en tout cas, le Rassemblement national a déposé une motion référendaire. La NUP l'avait fait aussi. Comme il ne peut pas en avoir deux, il y a eu un tirage au sort et c'est finalement le Rassemblement national qui va la présenter et Sébastien Chenu. Est-ce que vous allez la voter, cette motion référendaire ? Alors non, je ne voterai pas et le groupe écologiste ne votera pas cette motion référendaire parce qu'elle a été déposée par le RN. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un référendum sur les retraites. J'assure ces personnes que nous bataillerons et que nous ne lâcherons strictement rien sur le combat. Par contre, nous ne lâcherons rien non plus sur le combat antifasciste et de la montée de l'extrême droite. Et que ça n'est pas négociable. Oui, mais c'est la même chose. Non, ça n'est pas négociable de collaborer avec un parti qui déjà essaye de se banaliser, essaye de se notabiliser. Nous ne pouvons pas participer à cela d'aucune manière. Alors oui, c'est dur. Alors oui, parce qu'il y a quand même la réforme des retraites et le recul de l'âge à 64 ans. Oui, et c'est pour ça qu'on va essayer de le gagner autrement. Mais il n'est pas question, et vraiment je le dis avec solennité, que nous participions d'aucune manière à banaliser ce parti politique, le RN, qui n'est pas un parti comme les autres. Sandrine Rousseau, est-ce que franchement le Rassemblement national aujourd'hui est un parti d'extrême droite ? Ah oui, et c'est un parti fascisant, tout à fait. Vous en avez des exemples ? Eh bien, il fait partie de tous ces partis qui montent un peu partout en Europe et dans le monde. Et qu'est-ce qui les différencie du RPR d'hier ? Qu'est-ce qui les différencie de Éric Ciotti ? Qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui ? Déjà, leur histoire, c'est-à-dire qu'ils sont nés de la collaboration française et que ça n'est pas possible, qu'ils sont nés de l'Algérie française et que ça n'est pas possible, et que par ailleurs, ils prônent une idéologie qui est une idéologie raciste. Quand on est à ce point-là obsédé par le grand remplacement, quand on est à ce point-là obsédé par les étrangers, alors on est sur un positionnement qui est raciste. Et je pense qu'il faut le dire, voilà. Après, c'est pas facile à dire. Et après, voilà, il y a un moment où il faut aussi assumer ses responsabilités. Même en étant dans la contradiction. Même en étant dans la contradiction. Oui, parce que juste une petite parenthèse, est-ce que c'est pas votre position qui va nourrir finalement le Rassemblement national ? Parce que si la réforme passe, la colère va croître dans le pays, et on voit aujourd'hui que la colère, quand même, elle sert le Rassemblement national. Et c'est pour ça que je dis aux électeurs et électrices du Rassemblement national, vous avez une responsabilité dans ce moment-là. Et cette responsabilité,
nous bataillons et vraiment nous menons une bataille, mais moi je passe des heures, des nuits à l'Assemblée. Nous menons cette bataille pour l'égalité, pour la diminution de l'âge de départ en retraite. Nous menons cette bataille pour protéger les petites et moyennes entreprises et pour taxer les plus grandes. Nous menons cette bataille pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un enrichissement incroyable et indécent des plus riches et que là, les petites gens soient protégés. Non, nous menons cette bataille. Ça, je peux vous assurer que nous menons cette bataille. Par exemple, sur la loi pouvoir d'achat, quand il s'est agi d'augmenter le SMIC, nous étions les seuls à le voter. Toute la NUPES, nous étions les seuls à le voter. Donc, nous menons cette bataille et vraiment, nous ne lâchons rien. Par contre, nous serons intransigeants sur le racisme parce que ça n'est pas possible. Alors, la NUPES a organisé vendredi un meeting dans le Gard, à Alès. Vous êtes venu porter quel message aux Gardois? Je suis venue porter ce message qu'en fait, on est à un moment important de choix de société. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut se bousiller la santé 2 ans de plus pour quelque chose qui finalement nous envoie dans le mur, qui s'appelle ce système économique d'inégalité, de croissance, de délocalisation, d'optimisation fiscale? Est-ce qu'on veut ça? Ou est-ce que c'est le moment où on se reprend en main, où on affirme notre volonté de nous protéger nous-mêmes, notre santé, de protéger la planète, et en fait de protéger aussi un système social en ne laissant pas les plus riches s'envoler vers leur richesse et les plus pauvres tomber dans la pauvreté. C'est le moment où on le dit. Et c'est ce que je dirais aux gens, c'est ce que je dirais à tous les gens que je croiserai d'ailleurs, c'est vraiment, maintenant, c'est important d'aller manifester. Mais le travail, c'est plus la santé, Sandrine Rousseau. Alors, c'est un peu la santé, mais c'est aussi la maladie. C'est-à-dire que si vous travaillez trop, eh bien, vous êtes exposé à des troubles psychosociaux. Vous êtes exposé à des troubles musculo-squelettiques. Je rappelle que la France est un des pires pays d'Europe sur les maladies professionnelles. Mais j'ai envie de vous dire... Est-ce qu'il ne faut pas juste réformer la médecine du travail, par exemple? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un boulot à faire Non, mais ça, c'est un débat qui est très long. C'est qu'en fait, on a une intensification du travail qui est très importante. On a, par exemple, des troubles des épaules qui sont bien plus importants que dans d'autres pays. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, quand bien même le travail ne nous rendrait pas malades, qu'en fait, c'est pas... quand même, il ne faudrait pas faire cette réforme. Parce qu'en fait, la question qui est posée, c'est quelle est la juste place du travail? Quelle est la juste place du temps pour nous? Quelle est la juste place d'un temps de repos, mais aussi d'un temps d'émancipation, de culture, de profiter de ses enfants, de profiter des gens qu'on aime, etc. Et en fait, il n'y a pas de raison que le travail prenne toute la place dans notre vie. Notre progrès social... La vision du Caire, c'est ça? Exactement. Celle qui avait été prônée par Martine Aubry un certain temps. Oui, puis c'est prendre soin de nous. Prendre soin de nous. Est-ce que vous craignez aujourd'hui... Vous-même, vous attendez les vacances. Et la 5e semaine de congé payé, ça a été une victoire populaire énorme. Ben voilà, oui, on aime ne pas travailler. Et assumons-le. Bon, on aime aussi travailler ici, donc tout va bien. Mais plus sérieusement, est-ce que vous craignez un embrasement du pays? Parce que les Gilets jaunes, cette crise qui a éclaté il y a quelques années, en 2018, c'est ça? Oui. Ça s'est fait sur fond de hausse des carburants. Là, on voit quand même que les carburants, le prix est élevé. On voit que le prix de l'électricité explose. Est-ce qu'aujourd'hui, la rue, elle est inflammable, selon vous? Je sais pas dire si elle est inflammable ou pas, mais en tous les cas, je sens une colère, mais vraiment une colère extrêmement grande, et puis surtout une perte de sens. Moi, je sens très fortement ça, et je fais un peu toute la France, et partout, je ressens cette idée de mais à quoi ça sert ce qu'on fait, quoi? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça n'a pas de sens? Est-ce qu'on va bien? Est-ce qu'on va pas bien? Et en fait, cette perte de sens, elle peut, à un moment donné, se transformer en quelque chose. Et oui, en un mouvement social, oui, en une révolte, ou quelque chose même de plus... Ça peut être aussi, par exemple, des démissions en masse. On l'a vu après le Covid. En fait, on ne sait pas trop comment ça va se transformer. Mais en tous les cas, il y a vraiment une perte de sens. Parce que tous les ingrédients semblent réunis. Pour prolonger la question de Coralie, et là, c'est au cœur, bien évidemment, des propositions de votre parti, Europe Écologie Les Verts. Comment proposer un changement radical dans la société qui mettrait l'écologie au centre, mais sans que ça soit punitif, sans contraindre? C'est un vaste défi. Je pense qu'il faut assumer de contraindre. C'est-à-dire que là, on a une limite qui est la limite planétaire. Et que sinon, en fait, on met nos propres enfants en danger. Et la question, c'est quelle est notre intelligence collective pour comprendre ça? Et là, on est dans une forme de déni là-dessus. Et ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que, évidemment, il ne faut pas contraindre sur tous les aspects. Mais en fait, je pense que ce qui nous manque là dans le débat politique et collectif, c'est de se dire de quoi on a absolument besoin et de quoi on peut se passer, de quoi on a envie de se passer même. Mais par contre, de quoi on a absolument besoin? On a absolument besoin de mobilité, très bien, il faut investir dans les trains et dans les mobilités douces. On a absolument besoin de culture, d'éducation, est-ce qu'on a absolument besoin de nature?
Voilà. Et en fait, ça, il faut le préserver à tout prix. Et par contre, ce qui est inutile et ce qui pollue, voilà, tout ce qui finalement crée des déchets, nécessite des ressources, crée de la pollution, tout ça, en fait, il va falloir qu'on accepte de s'en passer. Sur le Gard rhodanien, mais quelque part, c'est enthousiasmant. Sur le Gard rhodanien, un territoire du Gard très important, on en a parlé très récemment, l'agglomération du Gard rhodanien a mis en place ce qu'on appelle une redevance incitative. Je pense que vous la connaissez, le principe et les modalités de cette redevance incitative, mais je voulais savoir si vous saluez cette proposition qui est faite par des gens qui sont très proches d'Emmanuel Macron. Je ne connais pas le détail de cette redevance incitative. En gros, on paye ce que l'on consomme et les déchets qu'on a. C'est-à-dire qu'on a désormais une facturation qui se fait en fonction du poids et de la levée en fait de ces poubelles à minima une fois par semaine. Alors ça fait partie des choses que l'on doit discuter. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir un effet direct de notre consommation de déchets, c'est-à-dire que plus on émet de déchets, il y a plus on paye. 40% de baisse sur les 200 collectivités qui l'ont déjà testé. C'est pour ça que c'est intéressant. Après, il y a quand même un sujet autour de la justice sociale. C'est toujours le même sujet. C'est-à-dire que si vous êtes avec une famille nombreuse, mais j'ai envie de dire, même si vous avez par exemple des horaires de travail de nuit, etc., que du coup vous ne pouvez pas avoir le temps de faire la cuisine ou des choses comme ça, vous avez beaucoup plus d'emballage et du coup c'est plus injuste. Donc en fait il y a aussi quelque chose de l'ordre de la justice sociale et je pense que les Gilets jaunes, pour avoir longtemps discuté avec eux, ils n'étaient pas contre l'idée même de diminuer nos émissions de CO2, ils étaient par contre farouchement opposés à l'injustice de la taxe carbone. Et ça il faut absolument l'entendre. Allez, deux dernières questions, Coralie, pour terminer. D'abord peut-être votre regard sur le Gard. Quand on vous dit Gard, qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, ce sont les arènes, la nature, la Camargue, la beauté, l'exposition aux risques climatiques. Bon, pour une femme politique, on aurait pu penser à autre chose pour le Gard. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a 4 députés RN sur 6. Comment la gauche, elle peut s'imposer dans un territoire qui est de plus en plus, alors pas gangréné, mais marqué en tout cas par la présence du Rassemblement national ? Eh ben, c'est notre défi et je pense que justement, en fait, on est dans un moment d'incertitude et que dans ces moments d'incertitude, il y a 2 possibilités. Soit on se tourne vers ce qui arrive et on accueille ce qui arrive, mais sans savoir précisément ce qui arrive. Et dans ces cas-là, on se tourne plutôt vers les partis de progrès. Et sinon, on se tourne vers ce qu'on connaît déjà, qui est le passé. Je pense que le RN, finalement, renvoie à une forme passéiste de la société. Mais ce que je dis, c'est que en fait, nous avons, la gauche et l'écologie, une responsabilité qui est de poser un récit d'émancipation, un récit enthousiasmant, de leur dire « venez, parce que chez nous, vous allez être protégés ». Alors que contrairement à ce qu'on pense, le RN ne protège pas. On l'a vu chez Bolsonaro, on l'a vu chez Trump, on l'a vu en Hongrie. À chaque fois, en fait, le RN protège les intérêts des plus riches, les intérêts des milliardaires, les intérêts des grandes entreprises. Et ça n'est pas vrai que ça protège le peuple. Donc vraiment, il y a une fausse idée derrière cela. Venez, on protège, par contre, pas de racisme et pas de nationalisme. On vient de passer tout cet entretien avec vous, Coralie. On a une dernière question, je crois. Plus personnelle. Allez-y. Mais qui, du coup, étonne avec le moment qu'on vient de passer avec vous, quand même. Et je vous laisse, Coralie, poser votre question. Et je rajouterai un élément. Alors, vous avez 50 ans. Votre marque de fabrique, on le sait, c'est un peu créé une polémique autour de sujets pour les mettre sur la table. On se rappelle de l'épisode du barbecue. Éteindre les aéroports. Ou Mbappé, plus récemment. Oui, voilà, Mbappé. Ceci dit, on aurait éteint les aéroports, on se serait peut-être porté un peu mieux. Oui, et puis tout le monde peut jeûner et plus utiliser l'électricité, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez que ça sert votre cause, cette stratégie ? Alors, moi, je ne suis pas là pour servir ma cause. Non, mais la cause écologique. Eh bien, je pense qu'il y a vraiment un sujet pour aller débloquer la société sur des aspects qui sont bloqués et dont on n'a pas conscience. Pour moi, c'est vraiment un travail d'ostéopathe de la société. Il faut provoquer. Est-ce qu'il faut provoquer ? Est-ce que c'est votre stratégie ? Regardez par exemple, si on prend l'histoire du barbecue, qui a été sans doute l'acmé de ce moment-là. Abdel, tu fais des barbecues ? Ça m'arrive. Et c'est mon épouse qui fait les barbecues. D'ailleurs. Si on prend l'histoire du barbecue, déjà, il y a eu pas mal de débats sur la consommation de viande et sur l'effet que ça pouvait avoir sur le climat. Donc, au moins, je pense qu'il y a des personnes qui ont pris conscience de l'importance que ça avait pour le climat. Et je pense qu'on en a parlé dans à peu près tous les foyers de France, ou du moins dans une grande partie des foyers de France. Parce que si vous l'aviez dit autrement, ça aurait
Exactement. Et moi, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit, mais pour la première fois, en fait, on parlait de comment on agissait sur le réchauffement climatique, comment on n'agissait pas. Finalement, j'avais déjà fait ça aussi sur les violences sexuelles, par exemple, il y a quelques années, même si maintenant c'est un peu passé. Mais et en fait, voilà, il y a quelque chose où, à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat et dire, ben voilà. C'est là, c'est au milieu de nous. Maintenant, on a une responsabilité qui est de le voir. Mais comment vous l'encaissez? Parce que c'est vrai que du coup, vous êtes une personne très clivante, donc il y a des gens qui peuvent vous apprécier, mais il y en a qui vous détestent. Et pas ce matin, finalement. Oui, mais oui, par oui. vos provocations, mais effectivement. comment vous le vivez? Parce que vous le vivez au quotidien, vous devez avoir des messages d'insultes. Comment vous le vivez? Oui, j'ai plein de messages d'insultes. Voilà, j'ai des photos de gens devant leur barbecue à moitié nus, devant leur entrecôte. Bon, je pense que j'ai à peu près la moitié des barbecues. Puis il y avait la photo avec Macron, ta gueule. Non, mais c'est pas tant le sujet. Là, par exemple, je vais vous sortir un sondage qui a été fait, je crois, hier ou avant-hier, qui interrogeait la question du droit à la paresse. Autre polémique, le droit à la paresse. Et donc, la question était posée de savoir si, finalement, quelle vision les gens avaient du travail. Est-ce que c'était une vision plutôt de Darmanin ou plutôt une vision Sandrine Rousseau? Et en fait, le résultat du sondage, c'était 51% pour une vision que je prônais. Donc, en fait, je pense que on me perçoit comme clivante. Mais la réalité, c'est que je crois que je suis en phase avec une grande partie de la société et que cette partie-là n'a pas l'habitude de s'exprimer, n'a pas l'habitude d'être invitée dans les médias et que peut-être est-ce là, finalement, la plus grande provocation. C'était le cas en tout cas ce matin. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'être passée par le plateau d'Objectif Gare. Merci. Merci.